Je m'appelle Thérèse Ney et j'ai 33 ans. Enceinte de 8 mois, j'ai ouvert la porte de ma chambre et j'ai trouvé mon mari au lit avec ma meilleure amie. Elle portait mon pyjama en soie. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai posé ses chaussures dans le couloir et j'ai fermé la porte doucement pour ne pas réveiller le bébé qui bougeait en moi. 3 jours plus tard, Gaël a fait glisser les papiers du divorce sur l'îlot central comme s'il me tendait une facture que je ne pouvais pas payer. Signe, Thérèse. Prends un avocat qui ne coûte pas cher. J'ai signé chaque page sans dire un mot. Quand mon avocat a ouvert mes dossiers financiers, il s'est arrêté de lire et a levé les yeux, comme s'il avait vu un fantôme. Gaël est-il au courant de tout ça? J'ai refermé le dossier. Gardez votre surprise pour le tribunal. Pendant 5 ans, tous ceux qui nous rencontraient pensaient que c'était grâce à Gaël qu'on vivait ainsi. Il s'en assurait. Lors des dîners, il racontait l'histoire de son contrat à 4 millions d'euros comme si c'était l'évangile, celui où il a vendu un immeuble de bureau parisien que personne d'autre n'arrivait à placer. Il faisait tourner le whisky dans son verre, se penchait en arrière et disait toujours la même chose, « Tu ne comprendrais pas, chérie. L'argent, ça fonctionne différemment. » Je souriais et je le laissais faire. C'était plus facile que de se disputer. Nous nous sommes mariés en juin 2020. Il était courtier en immobilier commercial, âgé de 37 ans maintenant, le genre d'homme qui juge les gens à leur code postal et à la marque de leur voiture. Il n'avait pas tort sur le fait qu'on avait de l'argent. Il avait tort sur sa provenance. J'avais une entreprise. Je l'avais bâtie en toute discrétion et je voulais qu'elle le reste. Et je vous expliquerai pourquoi plus tard, parce que la raison est importante. Ce qui compte ici, c'est que Gaël ne l'a jamais prise au sérieux. Il avait un petit nom pour ça, ton petit truc qui passe le temps. Il disait ça comme on parlerait du jardin de quelqu'un. Ma meilleure amie Corinne le disait aussi, sauf qu'elle souriait en le disant. On se connaissait depuis des années. Elle s'asseyait dans ma cuisine avec un verre de vin, me regardait par-dessus son verre et demandait, « Tu fais toujours ton petit truc de pyjama? C'est tellement mignon que tu t'y accroches. » Elle avait 32 ans, toujours habillée au-dessus de ses moyens. Dernièrement, l'écart s'était creusé, une nouvelle montre, des boucles d'oreilles que je ne connaissais pas. J'avais remarqué. Je n'ai rien dit. J'étais devenue experte pour ne rien dire à ce moment-là. Gaël contrôlait l'argent comme il contrôlait la conversation. Nous avions un compte joint qu'il gérait, ce qui signifiait qu'il surveillait chaque euro dépensé et remettait en question ce qu'il ne reconnaissait pas. Je m'occuperai de l'argent, m'avait-il dit un jour. Toi, occupe-toi des échantillons de tissu. Il y avait une carte bancaire noire dans son portefeuille que je payais, mais qu'il pensait posséder. Il gardait tous les mots de passe. Il aimait garder les mots de passe. Cela lui donnait l'impression d'être le socle et le plafond de toute notre vie. Il y a eu ce dîner, environ 1 an avant le bébé, auquel je repense souvent, un autre couple, une plus grande maison, un courtier que Gaël voulait impressionner. Au dessert, la femme s'est tournée vers moi pour me demander ce que je faisais. J'ai ouvert la bouche pour répondre. Gaël a répondu à ma place, « Thérèse fait un petit truc en ligne, de pyjama, je crois. » Il a ri, chaleureux, généreux, le rire d'un homme bienveillant envers son épouse. Ça l'occupe pendant que je suis au bureau. La femme a souri poliment et est passée à autre chose. Je suis resté là, une vraie réponse coincée dans la gorge, un chiffre, une entreprise, une liste de projets, que j'ai ravalé tout entier, car le contredire devant les personnes qu'il courtisait m'aurait coûté une semaine de silence glacial. C'était l'arithmétique de notre mariage, tout ce que je pouvais dire avait un prix, et c'est lui qui le fixait. Il en allait de même pour les dépenses. Une fois, j'ai acheté une machine à coudre à 300 € pour un prototype avec la carte commune, avant d'avoir tout séparé. Il a vu la dépense et m'a appelé au studio, « C'est quoi ça ?» Nous avons convenu de discuter des gros achats. Ce même mois-là, pourtant, il réservait des chambres d'hôtel à Paris dont je n'apprendrai l'existence que sur un relevé bancaire 1 an plus tard. C'était ça la réalité de notre vie, mon travail n'était qu'un passe-temps, mes dépenses étaient un problème, tandis que les siennes étaient invisibles. J'aurais pu le corriger. Au début, j'ai essayé. Chaque fois que j'expliquais ce que je faisais réellement, son regard dérivait et il attendait que j'aie fini pour parler d'un bail. Alors j'ai arrêté. Je me disais que ça coûtait moins cher que la dispute. Et c'était vrai. Ce que je ne comprenais pas alors, c'était le prix de ce silence.
Quand j'ai cessé de me justifier, il avait déjà cessé de me voir tout court. Un soir de ce printemps-là, il est entré dans le petit bureau à côté de la cuisine alors que je travaillais. J'ai refermé l'ordinateur portable avant qu'il puisse voir l'écran, par réflexe. Le chiffre qui s'y affichait n'aurait de toute façon pas été crédible à ses yeux, et j'étais trop fatigué pour le regarder ne pas me croire. Je ne savais pas encore que la femme qui buvait mon vin et l'homme qui remettait en cause ma carte bancaire étaient déjà en train de dilapider notre mariage l'un avec l'autre. Je l'ai découvert un mardi ordinaire à 6 semaines du terme, en trouvant dans mon entrée une paire de chaussures qui n'était pas la mienne. Je suis rentré plus tôt parce que j'avais mal au dos et que le bébé appuyait sur mes côtes depuis le début de l'après-midi. Je me souviens d'avoir apprécié le calme du trajet. Je me souviens des choses ordinaires, jusqu'au moment précis où elles ont cessé de l'être. Il y avait une paire de talons sur le sol juste après la porte d'entrée, couleur chair, pointu, coûteux. Je connaissais ces chaussures. Je les avais complimentées la semaine précédente dans ma propre cuisine alors que Corinne me disait qu'elles étaient en solde. Sa voiture n'était pas dans l'allée. Elle était garée plus bas dans la rue. J'avais remarqué ça aussi, la façon dont on remarque un détail une demi-seconde avant de s'autoriser à le comprendre. La porte de la chambre était entrée-ouverte de quelques centimètres. J'ai d'abord entendu son rire, ce rire que je connaissais depuis des années, grave et léger, provenant de la seule pièce de la maison où il n'avait aucune raison de se trouver. J'ai poussé la porte. Ils étaient dans notre lit. Gaël s'est redressé brusquement, les draps glissant sur lui, prononçant mon nom comme si c'était un mot pour me faire patienter. Thérèse, ce n'est pas c'est exactement ce à quoi cela ressemblait. Il n'existe aucune suite logique à cette phrase, mais ce n'est pas cela qui m'a coupé le souffle. C'est Corinne. Corinne portait un ensemble de pyjamas en soie ivoire avec un fin liseré rose allant du col. Je connaissais ce liseré parce que c'était moi qui avais choisi le fil. Je connaissais la coupe parce que je m'étais battu pendant 3 semaines avec l'atelier pour la couture de l'épaule. Et quand elle a bougé, j'ai vu la petite étiquette cousue à l'intérieur du col, 2 mots dans une police que j'avais moi-même approuvée, lune et ivoire. Elle portait mon travail, mon design, mon étiquette, mon fil. Et aucun des deux n'en avait la moindre idée, car aucun d'eux ne m'avait jamais regardé assez attentivement pour savoir ce que je créais. Quelque chose en moi s'est soudainement apaisé, engourdi, calme, comme une pièce devient silencieuse quand une machine dont vous ignoriez le fonctionnement finit par s'éteindre. J'ai posé une main sur mon ventre. Le bébé a donné un grand coup contre ma paume, comme si elle avait ressenti le changement en moi. Je n'ai pas crié. Je veux que vous compreniez que ce n'était pas de la force, pas à ce moment-là. C'était elle. Je ne voulais pas que le premier son clair que ma fille entendrait du monde extérieur soit moi en train de hurler dans une embrasure de porte, pas pour lui, pas pour aucun des deux. Gaël continuait de parler. Corinne avait remonté le drap sur mon pyjama et gardait le silence, ce qui était une réponse en soi. Je suis retourné dans le couloir. Ses talons étaient toujours près de la porte, là où elle les avait laissés. Je les ai ramassés, montés à l'étage et posés proprement dans le hall devant la chambre, côte à côte, le bout vers le mur. Puis j'ai fermé la porte, doucement, pour ne pas réveiller le bébé. Je suis descendu à la cuisine, je me suis assise à l'îlot et j'ai regardé le vide pendant un moment. Quelque part dans ce calme, j'ai pris une décision que je n'ai jamais regrettée, je ne me battrai pas avec lui dans cette maison, je ne pleurerai pas devant eux deux pour leur offrir la scène à laquelle ils s'attendaient déjà. J'ai regardé mes mains et j'ai pensé à l'étiquette dans son col. Il avait acheté mon propre travail pour habiller une autre femme sans même le savoir. Il lui avait offert, avec notre argent, une pièce à 400 € de ce qu'il appelait un simple passe-temps. Cette étiquette finirait par lui coûter plus cher que notre mariage ne l'avait jamais fait. Gaël n'est pas venu me voir cette nuit-là pour s'expliquer. Il est venu pour négocier. 3 jours plus tard, il était dans la cuisine avec une enveloppe Kraft qu'il a fait glisser sur l'îlot vers moi, comme on tend à un serveur une note qu'on n'a aucune envie de payer. À l'intérieur se trouvaient des papiers de divorce, déjà rédigés. Il les avait préparés à l'avance. Cela m'a tout dit sur la durée de sa liaison avec Corinne. Signe, Pépois mort. Il n'avait même pas l'air en colère. C'est ce détail qui compterait plus tard, il ressemblait à un homme qui boucle une transaction. Ne fais pas traîner ça. Tu ne feras qu'empirer les choses pour toi. Il a posé un stylo publicitaire bon marché, du genre de ceux qu'on donne lors des visites immobilières. Je suis généreux, a-t-il dit. 2 000 € par mois, et on considère ça comme équitable.
C'est plus que raisonnable pour quelqu'un dans ta position. Ma position, enceinte de 8 mois, selon lui, avec un hobby et aucun moyen de pression. La maison est à mon nom, a-t-il ajouté quand je n'ai pas répondu. Alors ne te fais pas d'idée. Tu repartiras d'ici avec ce avec quoi tu es arrivé. Sois reconnaissante que je t'offre quoi que ce soit. J'ai laissé parler. J'ai remarqué que les hommes convaincus d'avoir déjà gagné vous disent exactement comment ils comptent vous abattre si vous restez silencieuse assez longtemps. La maison était à son nom, mais la plupart des mois, elle était payée par des virements provenant d'un compte qu'ils ne regardaient jamais avec des revenus qu'ils ignoraient. J'avais gardé tous les relevés. Je garde les choses. C'est une habitude qui ne m'a jamais fait défaut. J'ai cliqué sur le stylo. D'accord, ai-je dit. Ce simple mot a eu un effet sur lui. Il s'était préparé à des larmes, à des supplications, à un combat qu'il pouvait gagner devant un public acquis à sa propre certitude. D'accord, Sec l'a laissé sans voix, les épaules tombantes. Il a cligné des yeux. J'ai signé chaque page d'une main assurée, sans hésitation, exactement comme il l'avait exigé. Je n'ai pas discuté une seule ligne. Je n'ai pas demandé la maison. J'ai fait glisser l'enveloppe sur l'îlot, l'ai alignée au bord et y ai posé le stylo. Point final. Il a réellement souri. Il pensait s'en être tiré à bon compte. Il pensait qu'une signature marquait la fin de la conversation. Il m'a regardé signer comme s'il s'agissait d'une victoire. Et je l'ai laissé faire, car il était plus simple de laisser un homme célébrer que de lui expliquer ce qu'il venait d'accepter. Il pensait qu'il prenait tout. Il ne se doutait pas qu'il venait de signer son propre arrêt de mort financière et de me remettre la preuve écrite. Le lendemain matin, j'ai appelé un numéro que je gardais dans mon téléphone depuis 2 ans, juste au cas où. Ce numéro appartenait à Maître Grant Delaunay. Je l'avais rencontré 2 ans plus tôt lors d'un événement professionnel. J'avais pris sa carte et ne l'avais jamais utilisée, me disant que c'était pour le réseau. La vérité, c'est qu'une partie de moi avait déjà commencé à garder des preuves sur mon propre mariage, et un bon avocat spécialisé en divorce en faisait partie. J'espérais ne jamais avoir à l'appeler. J'ai appelé un mercredi matin et il s'est libéré 1 heure cet après-midi-là. J'ai apporté un dossier. Pas un dossier mince. Grant est un homme calme, avec les tempes grisonnantes, le genre d'homme qui a entendu toutes les histoires tristes qu'un mariage peut engendrer et qui n'est plus surpris par aucune d'entre elles. Il a ouvert le dossier, a commencé à lire, et j'ai vu le calme quitter son visage. Il est arrivé à la 2e page et s'est arrêté. Il l'a relu. Puis il a levé les yeux vers moi, comme on regarde un inconnu qui vient de vous dire qu'il est propriétaire de l'immeuble dans lequel vous vous trouvez. Thérèse? Il a posé la page avec précaution, comme s'il s'agissait d'une pièce à conviction. Vous gagnez 6 chiffres par mois. Gaël est-il au courant de tout cela? J'ai fermé le dossier. Gardez votre choc pour le tribunal. Voici ce qu'il contenait, mon entreprise avait dégagé un bénéfice net d'un peu moins de 1,9 million d'euros l'année précédente. Les mois récents tournaient autour de 170 000 euros de bénéfices mensuels. Dans sa déclaration financière, Gaël avait inscrit ses revenus à environ 14 000 euros par mois et dernièrement, je soupçonnais même que c'était optimiste. Grant a posé la question qu'un avocat doit poser, est-ce que tout cela fait partie du patrimoine conjugal? L'avez-vous construit ensemble? Y a-t-il un mélange des fonds? Y a-t-il quelque chose que je dois savoir avant lui? J'ai fondé l'entreprise en 2019, 1 an avant le mariage, avec mes propres économies, 30 000 euros, mon nom sur les papiers, un compte séparé dès le premier jour. Je n'ai jamais mélangé un seul euro avec le mariage. Il n'a jamais investi 1 euro, 1 minute ou une idée. Grant s'est adossé. Créé avant le mariage. Financé séparément. Gardé intact. Il a presque souri. Thérèse, ceci est à vous? Tout entier. S'il est intelligent, il laisse cela tranquille et accepte l'accord que vous aurez la clémence de lui proposer. Il y a une autre chose que vous devriez savoir, ai-je dit. Il n'arrête pas de me dire que la maison est à son nom, comme si je devais partir avec rien. Mais je couvre la plupart des frais du ménage avec mon propre revenu depuis des années. Le prêt immobilier, l'assurance, une grande partie vient de mon compte personnel, pas de l'entreprise. Le stylo de Grant s'est arrêté. Vous avez des traces de cela. Chaque virement. Il a noté quelque chose. C'est utile, mais je veux être prudent.
Alors écoutez-moi, le fait que vos revenus personnels soutiennent le foyer est une chose. Cela montre qu'il n'était pas le soutien de famille qu'il prétend être, et cela compte. Mais c'est séparé de l'entreprise elle-même. Les comptes de l'entreprise, l'argent de fonctionnement, les actifs, tout cela n'a jamais été mélangé avec quoi que ce soit de conjugal? C'est exact. Jamais. Banques différentes, comptables différents. Alors l'entreprise reste protégée, peu importe ce qu'il avance. Ce que vos contributions font, c'est détruire toute son histoire, l'homme qui vous traitait de poids mort alors que vous subveniez silencieusement à ses besoins sous son propre toit. C'est le genre de choses dont un juge se souvient. Je l'ai compris. Le calcul de notre mariage, celui que Gaël avait toujours contrôlé, était sur le point d'être recalculé dans une pièce où j'avais enfin le droit de parler. Il ne sera pas intelligent, ai-je dit. Il s'en prendra à l'entreprise dès la seconde où il découvrira qu'elle existe. Alors laissez-le faire le premier pas, a dit Grant. S'il cherche à toucher à ce qui est à vous, il ouvre la porte à une divulgation financière complète des deux côtés, le sien et le vôtre. J'ai réfléchi à cela, des deux côtés. Tout ce qu'il avait dépensé devrait être révélé aussi. Je ne vais pas le combattre, ai-je dit. Je vais le laisser se combattre lui-même. Grant m'a regardé pendant un long moment. Vous y avez bien réfléchi? Tout. Ce dont j'avais besoin, c'était que Gaël fasse la seule chose que sa personnalité garantissait qu'il ferait, chercher à prendre l'argent. J'ai posé ma main sur mon ventre et j'ai repris le dossier. Il ne me restait plus qu'à attendre qu'il morde à l'hameçon. Les gens ici pensent que j'ai fait fortune en secret, et ils imaginent que c'est de la chance, un moment viral, une famille riche, une manne providentielle. Ce n'était rien de tout cela. C'était 6 ans et beaucoup de nuits blanches. J'ai lancé Lune et Ivoire en 2019, un an avant d'épouser Gaël, avec 30 000 € de mes propres économies. Une partie m'avait été léguée par ma grand-mère, mais tout était à moi. J'ai fait la paperasse sur ma table de cuisine. J'ai toujours le premier carnet de croquis, et le premier modèle fini à l'intérieur est un ensemble en soie que j'ai appelé l'ensemble Sereine, avec un liseré rose au col. Je le mentionne maintenant pour que vous vous en souveniez plus tard. J'ai embauché une personne au début, Corinne. C'était ma première employée, à l'époque où toute l'entreprise se résumait à elle, à moi et à une table pliante empilée de papier de soie. Elle emballait les commandes et gérait les réseaux sociaux pendant environ 1 an. Puis, au milieu de l'année 2020, juste avant que tout ne change, elle a démissionné. Je me souviens de ce qu'elle a dit, car j'y ai pensé plus souvent que je ne voudrais l'admettre, sans vouloir t'offenser, m'a-t-elle dit en pliant son tablier sur la table d'emballage une dernière fois, mais ça ne mène vraiment nulle part. J'ai besoin d'un vrai travail. Je n'ai pas discuté. Je l'ai payée pour la semaine, je l'ai prise dans mes bras et je lui ai souhaité bonne chance. Elle est partie 1 an avant que nous ne percions. Et pendant 5 ans, je ne me suis jamais autorisé à me demander si elle observait de loin en tenant les comptes. Après l'épisode de la chambre, je n'ai plus eu à me poser la question. En 2021, une vidéo de l'un de nos ensembles a fait le tour du web et les commandes sont arrivées plus vite que nous ne pouvions les coudre. J'ai arrêté de dormir. J'ai trouvé un fabricant, puis un meilleur. J'ai appris des choses qu'une styliste n'est pas censée connaître sur les droits de douane, le fret, les flux de trésorerie et sur comment payer les salaires quand une expédition est bloquée. Il y a eu une période en 2022 qui a failli tout arrêter, un conteneur de soie est resté bloqué au port pendant 6 semaines, pile au moment où nous avions promis un lancement dans 200 boutiques. J'avais des commandes que je ne pouvais pas honorer et des salaires que je ne pouvais pas sauter, et pendant environ 10 jours, j'ai sincèrement cru que tout allait s'effondrer. Je me souviens être resté assis sur le sol du studio à minuit avec une feuille de calcul, à déplacer des chiffres en essayant de trouver une version où tout le monde serait payé. J'ai trouvé la solution, j'ai transféré une ligne de crédit personnel dans l'entreprise, je l'ai documenté, remboursé dans le trimestre, et je ne l'ai jamais mélangé à l'argent du ménage. J'ai pu verser les salaires. Aucun de mes 14 employés n'a su à quel point on était proche de la fin. C'est la partie que personne ne voit dans une histoire comme la mienne, pas la vidéo virale, mais la nuit sur le sol, le conteneur, le fournisseur que j'ai dû raisonner, le choix constant de continuer alors qu'arrêter aurait été tellement plus simple et que personne ne m'en aurait voulu. Gaël a dormi pendant tout ça dans la chambre d'à côté, persuadé d'être celui qui faisait tenir notre vie. Il n'a jamais demandé pourquoi j'étais debout. Il n'a jamais rien demandé, tout court. En 2024, la petite boutique dégageait près de 2 millions de € de bénéfices.
Nous étions distribués dans plus de 200 boutiques. La marque comptait plus de 300 revendeurs et abonnés qui ignoraient que la fondatrice était une femme dont le mari pensait qu'elle assemblait des tissus pour s'amuser. Et cet homme, celui que j'ai épousé, ne m'a jamais demandé une seule fois comment tout cela fonctionnait, ni le fabricant, ni les boutiques, ni le nombre de personnes qui dépendaient désormais de moi pour leur salaire. Son désintérêt était total et, j'ai fini par le comprendre, une forme de mépris poli. Alors j'ai séparé l'entreprise. Et je veux être honnête sur la raison, car il n'y en a pas qu'une. La raison pratique est celle que mon avocat a adorée, un compte professionnel séparé, mon propre comptable, pas un seul euro mélangé à notre mariage, des lignes claires du premier au dernier jour. Mais la vraie raison est plus petite et plus triste, je l'ai gardé séparé parce que c'était la seule chose dans ma vie qu'il ne pouvait pas réduire s'il n'en connaissait pas l'ampleur. Tant que Lune et Ivoire restait ce petit truc de pyjama, cela m'appartenait, à l'abri de ses opinions, préservé de sa manie de tout ramener à lui. Je me disais que c'était une stratégie, en réalité, je protégeais la dernière part de moi sur laquelle il n'avait pas encore mis la main. Je sais ce que ça donne, une femme qui gagne 6 chiffres par mois et qui se cache derrière son propre succès pour qu'un homme ne le minimise pas. Mais c'est ce que font des années de mépris, elles vous apprennent à vous faire petite aux endroits précis où vous devriez être fier. Voici ce qu'il en est d'un mari qui ne pose jamais de questions, il construit son propre angle mort, brique par brique, et il appelle ça, être le chef de famille. Le manque de curiosité de Gaël était sur le point de devenir la meilleure preuve que j'ai jamais eue. Alors que mon mariage prenait fin en silence, mon entreprise connaissait sa meilleure année. Ma directrice des opérations s'appelle Delia Marchège. Brillante, pragmatique, c'est elle qui fait tourner la boutique pendant que je crée. Quelques jours après mon rendez-vous avec Grant, elle m'a appelé dans notre petit bureau au-dessus d'une boulangerie et a tourné son écran vers moi, notre meilleur mois, a-t-elle dit. Nous avons réalisé un bénéfice net de 180 000 € en un seul mois, grâce à une entreprise qu'un homme avait passé 5 ans à dénigrer. 14 personnes sont désormais salariées. Les commandes s'accumulent sur 3 semaines. J'ai regardé le tableau de bord et j'ai ressenti le vertige, étrange et silencieux, d'un chiffre si élevé face à un mariage si médiocre. Et tandis que mes chiffres grimpaient, ceux de Gaël s'effondraient discrètement. Je le savais, car j'avais toujours accès au compte joint qu'il pensait contrôler seul. Il avait perdu un gros contrat ce printemps-là, le genre de coup dur qu'un agent immobilier ne claironne pas. Les commissions s'étaient amincies. Les retraits avaient commencé, petits au début, puis plus conséquents, sur le compte qu'il surveillait si étroitement quand l'argent était le mien. Puis Delia a froncé les sourcils devant son écran. « C'est étrange », a-t-elle dit. Elle a pointé une ligne dans nos données de vente. Un paiement est passé avec une carte que je n'ai pas dans mes dossiers. C'est l'un de nos articles, l'ensemble Sereine. Elle a fait défiler la page, prix de vente complet, 420 €. Avant même qu'elle ne finisse, je savais à qui appartenait la carte. J'ai reconnu les 4 derniers chiffres comme on reconnaît une voix à travers un mur, c'était la carte noire, notre carte commune, notre argent. Il avait acheté mon produit, au prix fort, avec l'argent de notre mariage, pour l'offrir à la femme avec qui il couchait. La soie qu'elle portait dans mon lit provenait également d'un compte à mon nom. Je n'ai rien dit de tout cela à Delia. Je lui ai juste demandé d'imprimer la transaction et de signaler le compte. « Ça va » m'a-t-elle demandé. « Ça ira » ai-je répondu. Je ne l'ai pas confrontée. Je tiens à ce que ce soit clair, car c'est toute ma stratégie résumée en une phrase, je ne l'ai pas appelé, je ne lui ai pas jeté le reçu au visage, je l'ai classé. Tout est rangé dans un dossier sur mon ordinateur que j'ai nommé à son nom de famille, car cela devenait un dossier juridique, et je le savais. J'avais du temps. J'avais un plan. Mon terme était encore dans plus d'1 mois et mon avocat m'avait conseillé d'attendre que Gaël fasse un faux pas. Puis, avec 3 semaines d'avance, j'ai perdu les os. J'ai appelé Gaël depuis l'hôpital parce qu'il était encore techniquement mon mari et que, peu importe ce qu'il avait fait, le bébé qui arrivait était aussi le sien. Il a répondu par SMS. Il n'a pas appelé. Il a écrit « Je ne peux pas venir. Je fais visiter une propriété. Tu vas y arriver. » Je l'ai lu 2 fois en salle de triage, le téléphone brillant dans ma main tandis qu'une infirmière fixait un moniteur sur mon ventre. Tu vas y arriver. Comme si l'accouchement était une tâche qu'il déléguait. Comme si l'homme qui avait prétendu pendant tout notre mariage être le soutien de famille ne pouvait accorder un seul après-midi pour la naissance de sa propre fille.
J'ai posé le téléphone face contre table et j'ai cherché la main de ma mère. Ma mère avait conduit 3 heures dès que je l'avais appelée, et ce n'est pas une femme portée sur le drame. Elle m'a tenu la main à chaque contraction sans dire un mot sur Gaël, ce qui était une bénédiction en soi. Vers la fin, alors que je tremblais et que j'étais sûr de ne pas y arriver, elle s'est penchée vers moi. « Tu as toujours été plus forte que ce que l'on te laisse paraître, Thérèse, a-t-elle dit. Maintenant, pousse. » Ma fille est venue au monde peu après 2 heures du matin, furieuse et bruyante, avec une chevelure sombre et un cri qui a rempli toute la pièce. Ils l'ont posée sur ma poitrine et toute la guerre que je menais s'est évanouie, juste le temps de la regarder. Plus tard, une infirmière a apporté les documents pour l'acte de naissance. Il y a une ligne sur ce formulaire pour le nom de famille de l'enfant, et je suis restée assise avec un stylo au-dessus plus longtemps que sur les papiers du divorce. Puis j'ai écrit le mien, Ney. Iris. La première chose que j'offrais à ma fille, c'était mon propre nom. Ce n'était pas par rancœur, il faut que vous compreniez la différence, car cela a changé tout ce qui a suivi. Jusqu'à cette nuit-là, une partie de moi se battait encore pour gagner contre Gaël, pour prouver que j'avais raison, pour enfin le faire me voir. En tenant Iris, ce besoin s'est dissipé comme le brouillard sur un champ. Je ne me battais plus contre lui, je construisais quelque chose pour elle. C'est une force différente de celle qu'on utilise pour blesser quelqu'un. Elle est plus stable. Elle n'a pas besoin de public. Gaël est passé à l'hôpital le lendemain après-midi pour 20 minutes, sentant l'air extérieur. Il a regardé Iris comme il regardait mon entreprise, comme une chose qui lui appartenait techniquement et qui était surtout un inconvénient. Il n'a pas demandé son nom. Je ne le lui ai pas proposé. Une partie de moi était presque reconnaissante qu'il m'ait montré exactement qui il était avant même que j'aie à l'expliquer. Il est parti pour prendre un appel. Ma mère est restée 2 semaines. Elle a fait la cuisine. Elle a tenu Iris à 3 heures du matin pour que je puisse dormir par tranche de 90 minutes. Elle n'a jamais dit, je te l'avais bien dit, bien qu'elle n'ait jamais aimé Gaël et qu'elle en ait eu le droit. Lors de sa dernière nuit, en pliant du linge sur mon canapé, elle a dit la seule chose dure de tout son séjour, tu as passé beaucoup de temps à attendre qu'il te remarque, a-t-elle dit. Ne passe pas une minute de plus à attendre qu'il regrette. Je n'ai pas répondu, mais j'ai entendu. J'avais bâti une entreprise qu'il refusait de voir. J'avais entretenu une maison qu'il pensait posséder. M'étais-je faite de plus en plus petite, espérant qu'un jour il finirait par lever les yeux et comprendre ce qu'il avait? Il ne lèverait jamais les yeux. Et l'étrange soulagement de cela. Assise là, ma fille endormie sur ma poitrine, c'était le premier souffle libre que je prenais depuis des années. 2 semaines plus tard, de retour à la maison avec un nouveau-né et sans sommeil, j'ai reçu une lettre de son avocat. Et dedans, Gaël a enfin fait la seule chose que j'attendais, il a cherché à obtenir l'argent. La lettre venait d'un avocat nommé Bertrand Voss. Voss était le genre d'avocat que Gaël engagerait, cher et agressif, la version juridique d'une poignée de main ferme. La lettre était une requête et formulait 2 demandes, premièrement, que mon entreprise, Luné Ivoire, soit un actif conjugal et que le mariage ait droit à sa part, deuxièmement, que Gaël obtienne une pension alimentaire de 9 000 € par mois. Je me suis assise à ma table de cuisine avec Iris endormie contre mon épaule et je l'ai lu 2 fois. Puis j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis la porte de la chambre, j'ai ri doucement, pour ne pas la réveiller. Car Gaël, qui n'avait aucune idée de qui il avait épousé, réclamait une part d'un gâteau qu'il prenait pour un cupcake. 9 000 € par mois. Je gagnais près de 20 fois plus. Il me demandait de le soutenir avec la monnaie d'un seul mois de la chose qu'il avait passé 5 ans à moquer. Il ne savait toujours rien. C'était l'élément qui continuait de me troubler, il avait déposé une requête pour diviser une entreprise sans avoir la moindre idée qu'elle valait près de 2 millions d'euros par an. Son propre avocat avait rédigé une demande qui, dès qu'elle recevrait une réponse, ferait voler la boîte en éclats devant un juge. J'ai appelé Grant. Je pouvais l'entendre sourire à travers le téléphone, tu comprends ce qu'il vient de faire, Thérèse? Dès l'instant où il prétend que votre entreprise est un bien conjugal et demande une pension, il déclenche une divulgation financière complète pour les 2 parties, tout, chaque compte, chaque actif, chaque euro, entrée et sortie. Il vient de demander la corde pour se pendre, car la divulgation fonctionne dans les 2 sens. Pour s'en prendre à mon argent, Gaël devait ouvrir ses propres livres de compte. Et ces livres contenaient tous les retraits qu'il avait effectués sur notre compte joint, chaque euro transféré, chaque dépense sur la carte noire,
y compris une certaine somme de 420 €. Alors on y répond, ai-je dit. On répond à tout. On prouve au tribunal que l'entreprise est un bien propre, formé avant le mariage et jamais mélangé, a déclaré Grant, et on leur montre où l'argent du ménage est réellement allé. Pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti autre chose que de l'effroi, j'ai senti le sol redevenir solide sous mes pieds. Gaël, pendant ce temps, était persuadé de gagner. Il m'a envoyé un SMS 2 jours après la motion, le premier message qu'il m'envoyait depuis l'hôpital, ça ne doit pas forcément mal finir. Règle la pension et je te laisserai garder ta petite entreprise. Sois intelligente, Thérèse. Te laisser garder. Il pensait me faire une faveur en proposant de me laisser ce qui m'appartenait déjà légalement et entièrement. Il pensait avoir un moyen de pression. Il tenait une allumette dans une pièce qu'il venait d'inonder d'essence. Je n'ai pas répondu. Grant m'avait dit de ne pas le faire, et de toute façon, il n'y avait rien à dire à un homme qui, après tout ce qui s'était passé, pensait encore que je devrais être reconnaissante. Chaque jour où il restait confiant était un jour de plus où il ne demandait pas à son avocat de retirer la demande de divulgation. Chaque jour où la demande était maintenue, les comptables creusaient. Et plus on fouillait dans sa moitié du compte joint, plus on trouvait de traces portant le nom de Corinne. Je l'ai laissé croire qu'il gagnait. C'était la dernière chose que je lui ai jamais offerte gratuitement. Mais Bertrand Voss n'avait pas dit son dernier mot, et il était bien meilleur que ce que je pensais. Quand la première série de documents a atterri sur son bureau et qu'il a vu les vrais chiffres, il n'a pas reculé. Il a changé toute sa stratégie. Il savait qu'il ne pouvait pas gagner l'argument selon lequel Gaël méritait la moitié de mon entreprise, alors il a cessé de le soutenir. Au lieu de cela, il s'en est pris à moi. Et pendant quelques jours, ça a marché. La nouvelle théorie de Voss était simple et ignoble, s'il ne pouvait pas revendiquer mon entreprise, il prétendrait que j'étais une menteuse. Il a déposé une réponse affirmant que j'avais dissimulé des revenus conjugaux pendant toute la durée du mariage, que j'avais délibérément caché à mon propre mari une entreprise à 7 chiffres. Qu'on ne pouvait pas faire confiance à une femme qui cachait autant de choses depuis si longtemps et que le tribunal devait se demander ce que je cachais d'autre. C'est une manœuvre intelligente quand on y réfléchit. Il a pris ce qui me rendait sympathique, le fait d'avoir construit quelque chose d'immense tout en étant traité comme une moins que rien pour tenter de le transformer en preuve que j'étais une manipulatrice. Dans sa version, mon silence n'était pas une forme de protection, c'était de la fraude. Et ça a fait mouche. Le juge, prudent, a émis une ordonnance temporaire gelant certains comptes en attendant une évaluation complète de l'entreprise, pas tous, mais assez pour marquer le coup et assez pour me faire peur. Il y a même eu un petit encart dans une newsletter économique locale, vague et malveillant, sur un divorce impliquant une entreprise de vêtements dissimulés. Cette même semaine, Corinne a posté une photo depuis un toit quelque part à Paris, au coucher du soleil, un verre de vin à la main, avec une légende sur les nouveaux départs et le fait de s'être enfin choisi. Des amis que je connaissais depuis des années ont aimé la publication. Elle n'a pas identifié Gaël. Elle n'en avait pas besoin, j'ai reconnu le bracelet dans le coin de l'image, fin, en or, le genre d'article qui apparaît sur un reçu Cartier. Je suis resté un moment avec cette pensée, la femme qui emballait mes commandes à ma table de cuisine, qui me disait que mon entreprise n'irait nulle part, célébrait son nouveau départ avec des bijoux payés par mon mariage. Delia est passée le lendemain matin avec du café sans poser de questions. Quel que soit le problème, a-t-elle dit en posant la tasse, l'entreprise va bien. 14 personnes, 3 semaines de commandes en retard, notre meilleur trimestre à ce jour. Va gagner ton combat, Thérèse, on gère la boutique. C'était la première nuit où j'ai eu vraiment peur. J'étais assise dans mon bureau à 3 heures du matin, Iris s'agitant dans son berceau à côté de moi, la lampe de bureau comme seule lumière dans la maison, et pour la première fois, j'ai laissé le doute m'envahir totalement, et si mon silence m'avait fait paraître coupable? Et si ce que j'avais fait pour me protéger en faisant profil bas et en gardant ma réussite pour moi était perçu par un inconnu dans un tribunal comme de la dissimulation? J'avais passé des années à me faire toute petite. Maintenant, un avocat soutenait que « petite » était synonyme de « sournoise ». Je balançais le berceau avec un pied en fixant les chiffres gelés sur mon écran, et pendant un long moment, j'ai cru que je pourrais vraiment tout perdre. Puis mon téléphone a sonné. Il était près de minuit. C'était l'experte comptable judiciaire que Grant avait engagée sur l'affaire, une femme nommée Nora Ellison. « Je sais qu'il est tard », a-t-elle dit. J'ai passé le compte joint au peigne fin, ligne par ligne, et j'ai trouvé quelque chose. Une transaction.
Je pouvais entendre du papier bouger de son côté. Celle-ci change toute l'affaire, Thérèse. Il a utilisé l'argent du ménage pour acheter vos produits, pour elle. Je savais déjà de quelle transaction elle parlait, l'ensemble sereine, 420 €, débité sur la carte commune, le numéro d'article correspondant exactement à mon système d'inventaire. Il avait acheté ma création avec notre argent pour la femme dans mon lit. Et tout était là, détaillé, sur un relevé bancaire avec nos deux noms en haut. J'ai posé mon doigt sur cette ligne et je l'ai maintenue là. C'est celle-ci, ai-je dit, que je veux lire à voix haute moi-même. Grant a hoché la tête lentement. Quand nous aborderons la dissipation, a-t-il dit, la salle deviendra silencieuse. Laissez faire. Ne vous précipitez pas, laissez-les s'imprégner de ça. Nous avions une date d'audience en novembre. Iris aurait 6 semaines, et la prochaine fois que je verrai Gaël, ce serait de l'autre côté d'une salle d'audience. Gaël est entré dans ce tribunal comme s'il entrait pour signer un contrat, costume pressé, cravate droite, la même assurance qu'il affichait lors des dîners en ville. Il croyait sincèrement qu'il était là pour encaisser. Même à ce moment-là, il ne savait toujours pas ce que je gagnais. Son propre avocat avait vu la déclaration, mais je ne pense pas que Gaël ait jamais laissé le chiffre pénétrer, car il ne collait pas à l'histoire qu'il racontait sur lui-même. Dans son histoire, c'était lui l'argent, moi, j'étais le passe-temps. La juge était une femme calme et posée nommée Catherine Alderman, du genre à avoir vu 100 hommes sur 2 apprendre une leçon dans son tribunal. Voss a commencé exactement comme je l'espérais, il a été trop gourmand. Il s'est levé et a soutenu que mon entreprise était un bien commun que le tribunal devait partager, et que son client, ayant été le pilier financier du foyer, avait droit à une pension alimentaire. Le pilier financier. J'ai gardé le visage impassible. Puis Grant s'est levé, « Votre honneur, a-t-il dit, nous souhaitons présenter les déclarations financières. Je pense qu'elles clarifieront qui est le pilier de quoi. » Nora a pris les chiffres. Sa précision est bien plus percutante que n'importe quel cri. Elle a affiché l'évaluation pour que toute la salle puisse la voir. Le bénéfice net de l'entreprise l'an dernier était d'un peu moins de 1,9 million €, tandis que le revenu mensuel actuel du propriétaire est d'environ 170 000 €. La société a été créée en 2019, un an avant le mariage, financée entièrement par les économies personnelles du propriétaire et jamais mélangée à un compte commun. Tout est, à tout point de vue juridique, un bien propre. Je regardais l'effet que cela a eu sur Gaël. J'ai vu le chiffre qu'il avait refusé de regarder pendant 5 ans l'atteindre enfin. Dans une salle où il ne pouvait pas changer de sujet, sa bouche s'est entr'ouverte. Il a perdu ses couleurs. À côté de lui, Voss fixait la table. La juge Alderman a regardé par-dessus ses lunettes. « Monsieur Méric, sa voix était égale, en aviez-vous connaissance ?» Gaël n'a pas répondu. Il m'a regardé, puis le chiffre, puis plus rien du tout. L'homme qui avait toujours une réplique n'en avait plus aucune. Le silence s'est étiré jusqu'à devenir une déposition en soi. Que le procès-verbal note que le témoin a refusé de répondre, a dit calmement Grant. Puis il est passé à la partie que j'attendais depuis des mois, puisque M. Méric a demandé à ce tribunal de diviser les biens du mariage et de lui accorder une pension, nous aimerions que le tribunal voie comment M. Méric a lui-même traité ses biens. Il a fait signe à Nora. Dans les mois précédant le dépôt de la plainte, 62 000 € de fonds communs ont été dépensés pour la codéfendresse dans cette affaire, pendant que ma cliente était enceinte. La liste a été affichée, l'hôtel, quartier, la location de voitures, les virements vers un nom que la moitié de la salle reconnaissait désormais. Un murmure a parcouru le public. Voss s'est à moitié levé pour objecter, puis s'est avisé qu'on ne peut pas contester un relevé bancaire. Corinne était dans le public. Elle était venue, je crois, pour me voir perdre, assise près du fond dans un blazer que je ne connaissais pas. Et j'ai vu son visage changer quand son nom a été lu au procès. Dollar après dollar, l'hôtel, la voiture qu'elle conduisait, les virements envoyés l'après-midi où j'étais alité. Elle a regardé Gaël. Gaël ne l'a pas regardé. C'était déjà un petit verdict en soi, eux deux ne se regardant pas pendant que la salle découvrait précisément ce qu'ils avaient causé. Nora continuait, régulière et sans hâte, et à chaque ligne, l'atmosphère dans la salle changeait. Ceux qui étaient entrés neutres se penchaient en avant maintenant. Une femme au deuxième rang de la tribune, une inconnue, a carrément secoué la tête. Gaël était venu dans ce tribunal pour passer pour le responsable, le mari lésé, l'adulte du mariage. Au lieu de quoi,
il est resté immobile pendant qu'une expert comptable lisait les reçus d'une liaison qu'il avait financée avec l'argent qu'il prétendait gagner. Et Grant avait gardé le plus petit montant pour la fin. Il y a une charge, a dit Grant, que ma cliente a demandé à lire elle-même au procès. La juge Alderman m'a regardé, allez-y, Madame Ney. Je me suis levé. Iris était avec ma mère dans le couloir. J'avais une feuille en main et je n'avais pas besoin de la regarder, mais je l'ai fait quand même, parce que je voulais qu'il me voie la lire. Luné ivoire. L'ensemble en soie sereine, ai-je dit. J'ai laissé les mots peser. C'est mon entreprise. C'est mon argent. J'ai levé les yeux vers lui, enfin, pour la première fois dans cette salle, dans cette affaire, et c'est ce qu'il lui a acheté. La salle est devenue totalement silencieuse, le genre de silence qui a un poids. Gaël a compris à ce moment-là, tout en même temps, devant chaque personne dans ce tribunal, que l'entreprise qu'il avait demandé à diviser valait plus que ce qu'il gagnerait en 10 ans, qu'il avait vécu de l'argent qu'il n'avait jamais respecté. Et que la soie offerte à sa maîtresse avec notre compte joint provenait de ce qu'il qualifiait de simple passe-temps. Tout n'était qu'une seule chose, et tout venait d'être dit à voix haute. Il a perdu le calme avec lequel il était arrivé. « Tu m'as caché ça. » a-t-il dit trop fort, à moitié levé de sa chaise. « Tu as caché tout ça. » Monsieur Méric. Le marteau d'Alderman s'est abattu une fois, sec. « Asseyez-vous. » Il s'est assis. Voss a posé une main sur son bras et, pour le reste de l'audience, a parlé à la place de son client, ce qui, à ce stade, ne représentait pas grand-chose. La salle venait enfin d'apprendre ce que mon mari n'avait jamais pris la peine de demander. Tout s'est terminé plus vite que je ne l'aurais cru, c'est généralement le cas quand les histoires s'effondrent. Voss demanda une courte suspension, et à son retour, il semblait être un avocat différent, plus prudent. « Nous sommes prêts à retirer la requête, dit-il, et à discuter des conditions. » Les conditions n'étaient pas compliquées, car il n'y avait plus rien à contester. Mon entreprise fut confirmée comme bien propre, non divisée, intouchée. La demande de pension de Gaël s'évapora, et à la place, le tribunal lui ordonna de rembourser les 62 000 € de fonds conjugaux dissipés. Il était arrivé en me demandant de financer sa vie, il est reparti en devant au mariage l'argent qu'il avait dépensé pour Corinne. Il fallait aussi régler la question d'Iris. L'avocat de Gaël a évoqué la garde presque comme une réflexion après coup, et Gaël a accepté le droit de visite standard offert par le tribunal, pas un jour de plus. Il ne s'est pas battu pour elle. Il ne l'avait jamais fait. Je n'ai pas demandé grand-chose en pension alimentaire non plus pour moi, modeste, bien inférieur à ce qu'il aurait pu payer, car je n'avais pas besoin de son argent et je voulais plus que tout ne rien lui devoir, et qu'il ne me doive rien en retour. Grant pensait que je laissais de l'argent sur la table. Peut-être bien. Mais j'avais passé 5 ans à me faire dire ce que je valais par cet homme, je n'allais pas passer l'enfance de ma fille à encaisser un chèque qui lui permettait de croire qu'il subvenait encore à nos besoins. Nous avons signé l'accord en novembre. Il ne m'a pas regardé quand il a signé. Il semblait plus vieux qu'en arrivant, ce qui arrive à un homme quand l'histoire qu'il raconte sur lui-même lui est renvoyée par un étranger. Il a essayé de me parler une fois dans le couloir, pendant que Voss rassemblait ses papiers. Il s'est mis à marcher à mes côtés, plus calme que je ne l'avais jamais entendu, je ne savais pas que c'était aussi gros, ce que... A-t-il dit. L'entreprise, tu ne m'as jamais rien dit. Je me suis arrêté. Pendant des années, j'avais imaginé ce que je lui dirais s'il finissait par s'en rendre compte. Et maintenant que le moment était venu, j'ai réalisé que je ne voulais plus faire ce discours. Tu n'as jamais demandé, ai-je dit. Pas une seule fois, en 5 ans. Ce n'était pas un secret, Gaël. C'est juste que tu ne regardais pas. J'ai continué à marcher. Derrière moi, je l'ai entendu prononcer mon nom une dernière fois, sans finir sa phrase, ce qui était la chose la plus honnête qu'il ait dite de toute la journée dans ce bâtiment. Alors que nous rangions nos affaires, Grant s'est penché vers moi et a baissé la voix. « Tu sais, a-t-il dit, nous avons assez ici pour rendre les choses très difficiles pour Corinne aussi, si tu le voulais. Il y a des recours. » Je le voulais, en effet. Pendant environ une journée, j'avais eu envie de détruire Corinne jusqu'au dernier pilier. Elle avait travaillé à ma table de cuisine. Elle avait porté mes vêtements dans mon lit. Il y avait une version de moi qui aurait pu passer les 2 prochaines années et une bonne somme d'argent à faire de sa vie un procès permanent. Non, ai-je répondu. Je ne passerai pas un jour de plus de ma vie pour l'un ou l'autre d'entre eux.
J'ai refermé le dossier sur Corinne et je l'ai fait glisser sur la table vers Grant, non pas parce qu'elle méritait la clémence, mais parce que moi je le méritais, parce que j'étais si fatigué de les voir habiter ma tête sans payer de loyer. Et le seul moyen de les expulser était de cesser de leur accorder de l'attention. Mon téléphone a vibré alors que je me dirigeais vers la voiture, Gisèle, la mère de Gaël. Une femme qui avait passé 5 ans à me présenter à chaque fête comme « Thérèse », la fille que Gaël a épousée, jamais vraiment par mon prénom. J'ai failli ne pas répondre. J'ai répondu. « Thérèse ?» Sa voix était différente, plus frêle. Je ne savais rien de tout ça. Je suis vraiment désolé. Un silence. Tu as toujours été bien plus que ce que nous voyons. Ma propre mère m'avait dit que j'étais plus forte que ce que les autres me permettaient d'être, il aura fallu un tribunal pour que l'autre famille arrive à ce même constat. J'ai dit merci. Je le pensais, un peu. Ensuite, j'ai mis le téléphone dans mon sac et je l'y ai laissé. Ce soir-là, j'ai retiré mon alliance pour la dernière fois et je l'ai mise dans une petite boîte dans la chambre d'Iris pour un jour lointain où elle voudrait peut-être connaître l'histoire, non pas comme une blessure, mais comme la preuve de ses origines. J'aurais pu détruire Corinne. J'ai décidé que ma fille ne me verrait jamais faire ça. Quelques semaines plus tard, j'ai accroché quelque chose au mur du bureau, au-dessus de la boulangerie, c'est le certificat de la SARL, l'original de 2019 avec la date de dépôt imprimée tout en haut. Delia m'a trouvé debout là avec le document et un marteau. « Tu veux que je le fasse encadrer ?» a-t-elle demandé. « C'est déjà fait, ai-je dit. Accrochez-le juste là, où je peux voir la date. » Car cette date est toute l'histoire, 1 an avant le mariage, 1 mois avant qu'il ne soit jamais le nôtre. Tout ce que la cour a confirmé est écrit dans cette seule ligne, et je voulais le regarder chaque matin en arrivant. Nous grandissons. Une nouvelle collection arrive. Delia a déposé une pile d'échantillons de soie sur mon bureau le jour où j'ai accroché le certificat, et pour la première fois depuis longtemps, je me suis assise pour créer au lieu de me défendre. Il restait une chose que je devais faire, l'ensemble sereine, celui en ivoire avec le liseré rose, celui que Corinne avait porté, celui qui avait coûté à Gaël plus qu'il ne pouvait l'imaginer. Je ne pouvais pas continuer à le vendre sous ce nom. À chaque fois que je le voyais, je voyais cette issue, alors je l'ai rebaptisé. Le design est exactement le même, je n'allais pas les laisser me prendre un bon morceau de mon travail. Un nouveau nom cousu dans le col, dans une police que j'ai choisie moi-même. On garde le design, dis-je à Delia. Appelez-le le verdict. Elle a ri. C'était la première fois que je riais vraiment depuis des mois, et ça nous a surprises toutes les deux. Le verdict s'est vendu 3 fois mieux que l'ancien ensemble sereine dès le premier mois. Je ne raconte pas aux gens l'histoire derrière ce nom, ils aiment simplement la pièce. Quelque part, des femmes enfilent cette soie après une longue journée et se sentent un peu plus elles-mêmes, et aucune d'entre elles ne sait qu'elle est née durant la pire année de ma vie. J'aime l'idée que les meilleures choses que j'ai créées ont toujours dépassé leurs origines. Une boutique de Charleston qui nous suivait depuis nos débuts a envoyé un mot manuscrit avec leur commande de printemps, peu importe ce que vous faites, écrivait la propriétaire, continuez. Nos clientes demandent après vous, par votre nom. Je l'ai épinglé au mur à côté du certificat encadré. La date de 2019 et la gentillesse d'une inconnue côte à côte, c'était comme si cela représentait toute la vérité. Iris vient au bureau avec moi la plupart du temps maintenant. Elle dort dans un couffin près de la fenêtre pendant que je travaille. Parfois, elle attrape un coin d'échantillon de soie dans son poing et ne veut plus lâcher, alors je la laisse le garder. Elle va grandir en regardant sa mère signer de son propre nom tout ce qui compte, l'entreprise, le bail, le certificat de naissance. Son entourage me demande parfois si je suis en colère, si ça me ronge encore, le lit, la soie, le stylo bas de gamme, les 2000 € par mois qu'ils pensaient que j'accepterais avec gratitude. Ça ne suffit pas. La colère est juste une autre façon de laisser quelqu'un rester. Je n'ai pas besoin qu'il comprenne ce qu'il a perdu. Le tribunal l'a compris. Sa mère l'a compris. Et un jour, ma fille le comprendra avec mes propres mots, en mon nom propre. Gaël appelait ça un passe-temps pendant 5 ans, ma fille appellera ça la raison pour laquelle nous étions.